Alors voilà, on n'a pas encore répondu à la deuxième question, évidemment. Et la deuxième question, c'est Guess how this time is related to the system parameters. Donc en fait, ça prend un certain temps pour que les vibrations s'amortissent. Donc c'est-à-dire pour arriver à peu près à rien du tout après un certain temps. Ceci, c'est la réponse au cours du temps. Et là, on a un temps, je vais appeler le temps de mémoire. Ça prend un certain temps pour arriver à rien du tout. Et la question, c'est de quoi ce temps pourrait-il dépendre? Sachant qu'on a résolu un problème qui s'écrit 2 oméga xi fois q plus oméga carré fois q égale 0. Avec comme condition initiale q de 0 égale q0 et q dot de 0 égale 0. Ok, alors pour résoudre, donc de quoi pourrait dépendre le TR? Pour résoudre ce problème-là, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement invoquer le théorème de Vachi-Buckingham que vous connaissez, ou le théorème de l'analyse dimensionnelle. Qui nous dit quoi? Il nous dit grosso modo, je vais le faire en version light, lister tous les paramètres qui apparaissent dans le problème. Donc j'ai un oméga, j'ai un xi. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un q0, et c'est à peu près tous les paramètres qui m'intéressent dans le problème. Et puis lister les sorties qui vous intéressent. Donc là, c'est entrée, sortie, input, output. Je voudrais savoir de quel input, en fonction, comment un certain output peut s'exprimer en fonction de tous les inputs du problème. Et donc, c'est évident que si je donne, voyez ça si vous voulez comme une fonction MATLAB ou une fonction informatique, vous lui donnez un ensemble de paramètres, il rentre dans le système, et en fait, en sortie du système, on a quelque chose qui est observable. En l'occurrence ici, ce fameux temps de mémoire. Bien donc, le TR qui est là-bas, ça doit nécessairement être une fonction de ces paramètres. C'est une fonction de oméga 1, une fonction de xi 1 et une fonction de q0. Alors, le théorème de Vachi-Buckingham, il nous dit quoi? Il dit simplement, regardez les unités. Quelles sont les unités de la sortie qui vous intéressent? Ce sont des secondes. Alors, les secondes, on doit pouvoir les fournir à partir des unités de ce qu'on va rentrer dans le problème. Ok, exemple, si je dis x est égal à v fois t, la distance parcourue est égale à la vitesse fois le temps, si je ne sais pas comment ça s'exprime, mais je sais par exemple qu'une voiture roule à une certaine vitesse donnée, pendant un certain laps de temps t, c'est les deux seules informations que j'ai, et je sais que je voudrais connaître la distance qui est parcourue. Pour savoir comment les deux se combinent, il suffit de constater que la vitesse s'exprime en mètres par seconde, le temps en secondes, et qu'on cherche une vitesse en mètres. Donc la seule possibilité pour obtenir des mètres à partir de mètres par seconde et des secondes, c'est de faire le produit des deux. Et donc nécessairement, qu'est-ce qu'on peut dire? Nécessairement, on va pouvoir dire que la distance parcourue est égale à une constante fois v fois t. Alors, Vachi-Buckingham, qui travaille uniquement sur les unités, ne vous dit bien sûr pas quelle est la valeur de cette constante. Ok, donc ça, il faut faire un peu de physique pour ça. Et c'est en faisant de la physique, de la cinématique, que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette constante, elle est égale à 1. Ok, c'est un peu la même chose ici. Je vais regarder quelles sont les unités qu'il me faut au niveau de la sortie. Donc, je cherche à exprimer une période, ou un temps, en tout cas une durée, la durée pendant laquelle le système continue de vibrer, ou la structure continue de vibrer. Et je voudrais savoir comment je peux combiner tous les paramètres d'entrée. Le oméga, c'est des radians par seconde. Le xi, c'est le coefficient d'amortissement, il n'a pas d'unité. Et le déplacement initial, ce sont des mètres. Alors comment est-ce que je peux combiner ces trois grandeurs-là de manière à avoir des secondes? La seule possibilité, c'est d'avoir l'inverse de oméga 1. Ok, donc il n'est pas exclu, donc le TR est égal à 1 sur oméga 1, donc l'inverse de la pulsation propre de la structure du système qu'on est en train d'étudier. Maintenant, il n'est pas exclu, évidemment, d'avoir quelque chose après qui dépend de xi, puisque lui, il n'a pas d'unité, d'accord? Donc il ne contribue pas aux unités. Alors tous les nombres sans unité, dans Vachi-Buckingham, on doit les conserver. On n'a pas absolument aucun moyen de les faire sortir du lot. Et par contre, le Q, on est certain que ça ne dépend pas de Q0, parce que lui, il s'exprime en mètres, et on n'a aucun moyen d'éliminer les mètres dans les unités de ce qu'on va mettre au membre de droite. D'accord? Donc la seule possibilité, évidemment, c'est que le temps de mémoire, c'est comme ça qu'on va l'appeler plus tard, le temps de mémoire s'exprime comme une formule qui ressemble à ceci. Alors, oméga 1, c'est en fait t... c'est 2pi sur t. Donc, oméga 1 sur oméga 1, c'est t1 sur 2pi.
Et donc, je vais avoir t1 fois une fonction de xi1. Et donc, voilà. Ce qu'on peut faire, vous avez des données expérimentales, puisque ici vous les avez simulées avec Newmark, mais ça reste comme des données expérimentales. Quand on a des données expérimentales, on peut maintenant les utiliser pour essayer de comprendre et d'ajuster cette fonction f de xi. Ok. En l'occurrence, il faudrait revenir dans le tableau de valeurs que nous avons pu établir. Je suis un petit peu mal équipé pour switcher de l'ordinateur au DIA. Mais si on revient dans un tableau qui est le tableau avec les temps TR qu'on a imaginé, et on va se rendre compte que la fonction f, en fait, elle doit nécessairement décroître. Donc on pourrait très bien faire un plot en fonction de xi, de cette fonction f de xi, xi1, et se rendre compte en fait qu'on a une fonction qui doit inévitablement décroître. Bon, nous on n'a pris que 3 points. On avait pris 0,5%, 2% et 5%, donc 0,5, 2 et 5%. Et donc on a des valeurs qui viennent ici, ici et ici. Et sur base de ces valeurs-là, on peut proposer éventuellement une courbe. C'est ce que les physiciens font. Bon, ici, le problème il est mathématiquement bien posé. On a déjà un modèle au départ. On sait que Newmark résout un problème mathématique, il ne résout pas un problème physique. Newmark intègre l'équation du mouvement. Donc on a déjà une solution qui est une solution mathématique. Okay, ceci dit, je pense que c'est intéressant avec vous de pouvoir faire l'exercice du développement qui est fait quand on est à un stade plutôt exploratoire. Okay, donc ça vous permet de voir si vous appréciez ce type de développement, de voir comment vous vous sentez par rapport à plutôt l'optique d'un chercheur. Et en fait, on se rend compte que cette courbe-là, c'est une constante K sur xi1. Une fois qu'on a tracé ces points. Évidemment, il en faudrait beaucoup plus. Et si on en met plus, on se rend compte qu'avec une courbe du style K sur xi1, en fait, c'est pas trop mauvais. Et donc, le temps de mémoire TR, on vient de découvrir quoi ensemble? Qu'il s'exprimait sous une forme de T1 sur xi1. Et en fait, il n'y a pas photo, mais le coefficient que je viens mettre devant, moi, je le prends et je le choisis. K comme égal à 1,5. Et ça, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ok, donc pour comprendre pourquoi, on va revenir à la mathématique. C'est un problème, comme je viens de le dire, qui est mathématiquement bien posé. Et donc on peut revenir à nos cours d'analyse qui nous disent que si vous voulez effectivement résoudre le problème des vibrations libres, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de charge extérieure, P de t égale à 0, on doit résoudre cette équation-là. Alors c'est sympa, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique cette équation? C'est qu'elle est homogène à coefficient constant. Donc vous êtes équipé avec vos cours de calculus, ça veut dire analyse, les cours d'analyse pour calculer la réponse de ce type de problème. Donc on vous dit simplement quoi? On vous dit détermine la solution du problème homogène, QH, et ensuite utilise les conditions initiales pour déterminer les constantes d'intégration. Pour résoudre le problème homogène, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ce qu'on appelle l'équation caractéristique. On remplace les dérivées secondes par des z carrés, la dérivée première par un z, la dérivée d'ordre 0 par un 1, et on obtient une équation, dans ce cas-ci fatalement qui est quadratique, ou en z carré, qui a 2 racines, et les 2 racines de cette équation vont nous donner z1, z2, les deux racines de l'équation, qui, dans notre cas, sont des nombres complexes. Il n'y a pas de raison, évidemment, que les 2 racines soient réelles, et on peut utiliser ces 2 racines pour combiner 2 solutions qui sont indépendantes, exponentielle de z1t, exponentielle de z2t. Ok, alors pourquoi est-ce que je les ai écrits sous cette formule-là? Généralement, j'aime bien le mettre, j'aurais pu écrire, vous voyez ici, i c'est le nombre imaginaire complexe. Donc vous pouvez vérifier effectivement que les racines de ce polynôme-là correspondent bien aux 2 racines que j'ai indiquées là en dessous. C'est du détail, je ne m'accroche pas trop au détail des développements mathématiques. Ce qui est plus important, c'est de bien comprendre comment les interpréter. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit le radicand, je l'ai écrit de cette manière-là, alors que le i, j'aurais éventuellement pu l'inclure en dessous de la racine carrée. Vous voyez, i fois la racine carrée de 1 moins xi carré, c'est exactement la même chose que ceci. Si je fais rentrer le i qui est égal à la racine carrée de moins 1, si je le fais rentrer là-dedans, j'obtiens la même chose que ce qui est représenté ici.
Alors pourquoi est-ce que je n'aime pas cette représentation-là? Parce que dans les applications de génie civil qui sont celles qui nous intéressent nous, la plupart du temps, le coefficient d'amortissement, il est petit par rapport à 1. Ou ouais, il est même très petit par rapport à 1. Et en tout cas, à coup sûr, vraiment, il est plus petit que 1. Donc, écrire ceci, pour moi, n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on a un nombre plus petit que 1, moins 1, donc on a un nombre négatif. Ça ne m'arrange pas trop, et c'est pour ça que j'aime bien d'avoir un nombre ici qui est un nombre positif en dessous de la racine, comme ça c'est un nombre qui a du sens, et on n'est pas obligé de se tracasser avec des problèmes de nombres complexes. On sait qu'il l'est, donc je l'exprime. De manière générale, c'est en rouge, donc c'est que c'est important. Les valeurs du coefficient d'amortissement dans les applications de génie civil, elles tournent aux alentours du pourcent. Okay, c'est plus petit pour de l'acier, c'est aux alentours de 1 pour du béton, c'est un peu plus haut pour du bois. Et quand on met des amortisseurs dans des structures, on peut parfois arriver... amortisseur, on peut parfois arriver jusqu'à 3 ou 4%, même pour une structure qui serait une structure métallique. Okay, et l'amortissement de l'amortisseur lui-même, quand on parle d'amortisseur à masse accordée, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps avec l'arc majeur. Si vous avez écouté ce que j'ai raconté à la dernière séance de cours, on met un petit amortisseur qu'on appelle à masse accordée. Et dans cet amortisseur à masse accordée, en fait, on se rend compte qu'on a une toute petite masse ici et une viscosité là-bas. Et là, on peut avoir une viscosité qui monte jusqu'à des valeurs de l'ordre de 10%. Ok, donc ça, c'est juste pour donner les ordres de grandeur. Mais dans tous les cas, on a des valeurs qui sont plus petites que 1. Donc le 1 moins xi carré, il est toujours positif. Alors, donc la solution de l'équation générale, je viens de le dire, on peut l'écrire sous la forme C1 exponentielle de Z1t plus C2 exponentielle de Z2t, donc on combine les deux solutions indépendantes du problème. Et alors, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que vu que le Z1 et Z2 sont deux nombres complexes, et bien en fait, on a une solution qui est plutôt de type oscillatoire. Et donc, on est capable de recombiner le C1 et le C2 fois les exponentielles, on est capable de les réécrire sous cette forme-là. Je suis sûr que vous connaissez ça de vos cours d'analyse, d'accord? Donc je ne rentre pas dans les détails. Je note simplement que le coefficient qui vient ici devant, moins oméga xi est le même, et donc on peut le mettre ici dans l'exponentielle. Et donc il va nous rester uniquement, vous voyez ici, un plus des nombres complexes, moins les nombres complexes, et c'est eux qui vont donner naissance au sinus et au cosinus. Si vous avez besoin de revoir les détails, je dirais aller revoir un cours d'analyse. Ce n'est pas l'objectif de ce cours-ci de rentrer dans ce type de détails de calcul. Alors, donc, une fois qu'on a écrit le système sous cette forme-là, ou la réponse en tout cas du problème sous cette forme-là, on n'a plus qu'à déterminer les constantes d'intégration, soit C1, soit C2 à gauche, qu'on va laisser tomber, soit A et B à droite, qu'on va déterminer à partir des conditions initiales. Alors, en toute généralité, on a une condition initiale qui est une valeur d'un déplacement et une valeur d'une vitesse initiale. Dans certains cas, comme l'exemple que vous avez traité vous, en fait vous aviez que la vitesse initiale était égale à 0, Q0 dot égale 0. Ok, donc ça arrive. Alors, si on utilise simplement ces deux conditions initiales-là, on les remplace dans l'expression de Q qui est donnée ici au-dessus, en haut de l'écran, et ça nous permet de calculer donc la valeur de A et la valeur de B. On se rend compte que A est donné par ceci, B est donné par ça, et puis quand on les substitue, on obtient une expression pour Q, qui est la réponse donc de l'oscillateur en réponse libre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le oméga D qui est introduit ici, j'aurais peut-être pu l'introduire un peu plus haut, le oméga D qui est introduit là, en fait, c'est rien d'autre que oméga 1 fois la racine carrée de 1 moins xi carré. Pourquoi? Parce qu'il vient de l'exponentielle, et donc vous le reconnaissez ici, c'est le oméga 1 fois la racine carrée de 1 moins xi1 carré. Xi1 carré. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? La réponse libre, elle est harmonique, parce qu'elle dépend de sinus et cosinus, donc c'est-à-dire qu'elle va être, en quelque sorte, elle pourrait être périodique dans le temps. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une fréquence circulaire
qui est donné par oméga. Donc ça va correspondre à la période observée dans la vibration. Et en plus de ça, elle est modulée, donc ça veut dire que c'est pas une vraie période. C'est pas une vraie période parce que c'est modulé, donc c'est pas un signal qui est périodique, mais s'il n'était pas modulé, il serait périodique. Donc s'il est modulé par une exponentielle qui est décroissante. Et donc en toute généralité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que simplement la réponse au cours du temps, elle est donnée par une courbe qui ressemble à celle-là, qui est exactement celle que vous avez observée dans vos démarches expérimentales. Okay, et donc j'insiste sur le fait que la période qu'on observe ici, t, c'est égal à 2pi sur oméga d. Et donc c'est quelque chose qui est, puisque l'amortissement est faible, vous voyez le xi1 est petit, donc le oméga d, il est proche du oméga 1. Si oméga d est approximativement égal à oméga 1, car xi1 est très petit par rapport à 1. Et donc, c'est-à-dire que la période qu'on voit ici, c'est approximativement T1. Ok. Alors, on a une série d'observations. La fréquence de la réponse, elle est proche de la fréquence propre du système lorsque l'amortissement est faible. On pourrait faire le développement en série. Hein. On a fait des développements en série de racine carrée il n'y a pas longtemps. Mais la racine carrée de 1 moins xi carré, c'est à peu près égal à 1 moins xi carré sur 2. Et donc, si xi est égal à 1%, vous voyez qu'en fait, on est en train de parler d'une erreur de 10 exposant moins 4. Ok, donc on ne chipote pas avec ça. Et évidemment, la fréquence de vibration de la réponse, pour les structures du génie civil, c'est tout le temps la même que ce qu'on appelle la fréquence amortie. Oméga d means damped. Damped comme amorti. Et donc, voilà les ordres de grandeur des valeurs d'amortissement qu'on peut trouver pour certains types de structures. De l'acier soudé, on va avoir une valeur d'amortissement qui peut être aussi basse que 0,1%, ce qu'on peut voir aussi dans des câbles, des structures câblées. De l'acier boulonné, dans l'acier boulonné, déjà, il y a plus de zones de dissipation d'énergie, de frottement, de petits mouvements relatifs que quand la structure est soudée. Et donc, on peut monter à des coefficients d'amortissement qui sont un peu plus élevés. Dans du béton, on va aller chercher plutôt 1 ou 2%, et dans du bois, on peut aller entre 2 et 5%. Ok, donc tout ceci, en fait, nous donne quoi? Ça nous donne une signification à ce fameux paramètre oméga. Le fameux paramètre oméga qu'on a introduit au début en disant que c'était racine carrée de k sur m. C'était juste une notion mathématique, on est bien d'accord. Puis on a défini un autre paramètre qui s'appelait t, qui correspond à 2pi sur oméga. Et c'était une autre définition mathématique, mais en fait, maintenant, on vient de pouvoir lui donner un sens physique. T1, en fait, c'est le temps qui est nécessaire pour que le système réalise en fait une période complète, une oscillation complète. Ok, donc ça, c'est intéressant parce qu'on est capable de comprendre un petit peu les significations de des développements mathématiques qu'on fait. Bon, ça c'est moins important, je passe. Alors, celle-ci par contre est excessivement importante. L'existence d'un temps de mémoire TR. Ah oui, il écrivait avec un T majuscule tout à l'heure. Donc l'existence d'un temps de mémoire TR, c'est le temps qui est nécessaire pour que la structure se souvienne de la réponse de sa condition initiale. Okay, si j'écris que là, j'ai une exponentielle décroissante, l'équation de l'exponentielle décroissante, je ne l'ai pas reprise, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais moins xi1 oméga 1t, okay, exponentielle de moins xi1 oméga 1t, ça c'est l'équation de l'exponentielle qui vient multiplier les sinus et les cosinus. Okay, et c'est comme ça qu'on a une courbe qui ressemble à ceci. Alors, bon, c'est clairement l'exponentielle qui gouverne, puisque le sinus et le cosinus sont d'amplitude variant entre moins 1 et 1, donc c'est clairement l'exponentielle qui gouverne l'enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pars d'une observation qui est... c'est vraiment juste personnel. Je pars d'une observation qui est que l'exponentielle de moins pi est égale à 4%.
exponentielle de moins pi égale à 4%. Et donc, c'est-à-dire que si on part de 100% ici, quand l'argument de l'exponentielle est égal à moins pi, on arrive à 4% là-bas. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, si xi oméga 1 fois t est égal à pi, alors l'enveloppe est égale à 4%. D'accord? Donc je remplace l'argument de l'exponentielle par moins pi, et donc ça me donne 4%. Et donc ça veut dire que le temps qui est nécessaire pour arriver à 4% au niveau de l'enveloppe, je l'obtiens en résolvant simplement ceci. T est égal à pi sur xi oméga 1, mais oméga, on se souvient que c'est 2pi sur t. D'accord? Donc ça nous fait ceci. 2pi divisé par t1 la période. On simplifie par les pi. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient t1 sur 2xi. Ok? Excessivement important. C'est la période, le temps de mémoire. C'est une définition un petit peu personnelle de ce que c'est le temps de mémoire. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu via vos cours de système. Temps de mémoire. Je sais bien que les cours de système sont un peu loin. Voir cours de Monsieur Drion. Je sais bien que vos cours de système sont peut-être un petit peu loin, mais le concept, il est exactement le même, et il est emprunté, bien sûr, de la théorie des systèmes. On pourrait essayer d'évaluer le temps de mémoire d'une structure du génie civil avec des ordres de grandeur. Xi1, je viens de le dire, il est de l'ordre de 1%. Et T1, par contre, c'est 1 sur la fréquence. Et les fréquences, elles varient, je dirais, aux alentours de 1 Hz. Ça, c'est un ordre de grandeur typique. Il ne faut pas me dire qu'une structure du génie civil vibre avec une fréquence de 100 Hz, ni 0,01, ça n'existe pas. L'ordre de grandeur typique, c'est plutôt 1 Hz. Alors, ne me dites pas qu'elles ont toutes une fréquence de 1 Hz. On peut aller plus bas, on peut aller plus haut, évidemment. Hein. Donc, si on veut voir un pont qui est un pont suspendu, pour un pont suspendu comme le Golden Gate que tout le monde connaît, on va arriver peut-être à une fréquence propre de 0,1 Hz. Golden Gate. Ok, il est peut-être un peu plus réel, lui. Allez, je vais dire 0,2. Je ne vais pas dire de bêtises. Il faudrait évidemment regarder les notes de calcul pour avoir les détails. Si on va chercher maintenant un bâtiment de grande hauteur, l'Empire State Building, la tour Burj Khalifa, vous connaissez peut-être mieux, Burj Khalifa, 0,1 Hz. Donc c'est-à-dire que Burj Khalifa, pour faire une vibration comme ceci, il faut une période d'environ 10 secondes. Ok? Ça, c'est le temps qui est nécessaire pour une oscillation complète du Burj Khalifa. Maintenant, ça c'est un peu peu. Qu'est-ce que je vais dire? Le pont de Liège, vous le connaissez? Le pont de Liège. Le pont de Liège, lui, il est comme ceci. C'est un pont banais. Il a sa première fréquence propre, je dirais entre 0,5 et 1, quelque part par là. Allez, je vais la mettre un peu plus haut. Vu que la portée n'est pas excessivement grande, à mon avis, il doit tourner aux alentours de 1 Hz. La passerelle de Liège en verticale. Passerelle de Liège. Comme ceci. Dans son premier mode propre vertical, comme ceci. Elle fait 1,8 Hz. Passerelle de Liège. La belle liégeoise. Hein. Je parle de celle-là, pas l'autre. Ok, et on peut monter beaucoup plus haut. Le madrier dont on parlait, la dalle de sol, le plancher sur lequel vous êtes installé, pour le moment, le gradin au standard, voilà, ce genre de choses, ça va monter à 3, 4, 5 Hz. Ok, le plancher sur lequel vous marchez, si vous êtes dans votre maison, chez vous, et que vous avez un plancher engourdi en dessous des pieds, là, vous avez certainement une fréquence de l'ordre de 7 ou 8 Hz. Ok, voilà les ordres de grandeur dont on est en train de parler. Tout ça pour dire que la période, ici on a une période de 5 secondes, 10 secondes, etc., etc. Je vais la prendre, pour faire facile, je vais la prendre aux alentours de 1 seconde.
Alors, si je prends une période de 1 seconde avec un xi de 1%, eh bien, le temps de mémoire, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'une vibration qui est imposée à la structure, en l'écartant par exemple de sa position d'équilibre et puis en la relâchant, eh bien, ça va durer combien de temps? Ça va durer 1 seconde divisé par 2 xi, donc 0,02, et ça va nous donner 50 secondes. Et donc, c'est-à-dire que l'ordre de grandeur du temps de mémoire pour une structure du génie civil, TR, est de l'ordre de grandeur de 1 minute. Voilà. C'est relativement important. C'est-à-dire que si par exemple sur la passerelle de Liège, elle se met à vibrer parce qu'un jogger est en train de passer, elle va vibrer pendant environ 1 minute. Et si en déant la minute, un deuxième jogger passe, elle va revibrer pendant encore un certain laps de temps. Et si en déant la minute suivante, une autre personne arrive, elle va revibrer pendant un certain laps de temps et elle va continuellement rester en vibration comme ça. Ok, le temps de mémoire, c'est la période de temps pendant laquelle la structure se souvient des perturbations. Et les perturbations, c'est quoi? Soit c'est un impact, c'est le passage d'un piéton, ou bien c'est des conditions initiales. Ok, c'est la même chose. Okay, donc, quelle que soit la perturbation ou la modification du système dont on est en train de parler, on va retrouver exactement le même temps de mémoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? On a un cas limite qui est assez intéressant, c'est quand xi1 tend vers 0, donc on n'a pas d'amortissement. Dans ce cas-là, la réponse libre, elle tend de manière régulière vers cette expression-là. Donc s'il n'y a pas d'amortissement, vous voyez, je reviens ici, le xi1 disparaît, donc ce terme-là disparaît, et ceci est égal à 1. D'accord? Et donc il nous reste simplement une combinaison d'un cosinus et d'un sinus. On s'y attend un petit peu, hein, donc s'il n'y a pas d'amortissement dans la structure, ça ne s'amortit jamais. On part d'une valeur initiale en position Q0 avec une vitesse initiale Q0 dot pour calculer Q de t au cours du temps. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'amortissement, l'amplitude ne décroît pas. Ça va un petit peu en même temps avec la signification d'amortissement, mais je suis juste en train de vous montrer que les significations physiques qu'on a données aux paramètres K, M, C, oméga, etc., elles correspondent finalement aux interprétations physiques qu'on a l'habitude. Il y a un autre cas particulier qui est intéressant, c'est celui dans lequel il n'y a pas de vitesse au départ. C'est ce qu'on appelle un lâcher libre, free launch, lâcher libre. Et dans ce cas-là, on se rend compte que la réponse, elle peut être approximée assez bien par ceci. Pourquoi? De nouveau, parce qu'on a un amortissement qui est petit dans le domaine du génie civil. Et donc on voit qu'on a une combinaison d'un cosinus et d'un sinus, mais le sinus il disparaît quasiment. Okay, et donc on a une réponse qui est la même que celle que vous observiez d'habitude, avec l'exponentielle décroissante, voilà, comme ceci, qui vient moduler le cosinus. Et donc là on a juste une réponse qui est cosinusoïdale, donc on part avec une tangente horizontale. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise en réalité, et ça c'est vraiment l'application pratique, c'est un peu la raison aussi pour laquelle je présente cette méthode-ci, c'est qu'en fait la technique du lâcher libre est une méthode qu'on va utiliser pour identifier la période propre et le coefficient d'amortissement d'une structure. Alors comment est-ce qu'on fait? On va simplement regarder ou observer que les maxima relatifs, ils apparaissent quand? Ils apparaissent quand le cosinus de oméga d fois t est égal à 1. Et quand est-ce que le cosinus est égal à 1? C'est tous les multiples entiers de 2pi. Donc c'est-à-dire que oméga d fois ti, fois les instants du maximum, est égal à 2i pi. Donc ce qui nous donne tous les instants des max. Ça va nous permettre l'estimation de la période propre. Si on connaît la période propre, alors on connaît la fréquence propre. Pardon, vice-versa. Je me trompe, je voulais juste avoir un code couleur cohérent. Donc ça va nous donner une manière d'identifier la période. Pour quelle raison? Parce qu'il suffira de regarder le temps entre deux max, le temps qui est entre deux maximum. Donc si je fais ti plus 1 moins ti, ça nous fait simplement 2pi sur oméga d. Et ça, on a vu que c'était à peu près égal à t1. Ok, donc on connaît
la période propre. Si on connaît la période propre, l'inverse, c'est la fréquence propre. Donc il suffit, pour déterminer la période d'un oscillateur à 1 degré de liberté, de regarder sa réponse libre et de regarder la distance entre deux maxima successifs. Vous en prenez plusieurs, vous faites, disons par exemple, 3 relevés. La moyenne de ces 3 relevés va vous donner la valeur de la période. Une autre manière de faire, si vous voulez être plus rapide, évidemment, puisque vous faites une moyenne, vous regardez l'instant du premier, vous regardez l'instant du troisième, prenez ce laps de temps, vous divisez par le nombre de périodes qu'il y a entre les deux, et ça va vous donner une estimation de la période T, ou de la période moyenne du système que vous êtes en train de regarder. Ok, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie d'en compter 10. 10, pourquoi ? Parce que plus on en prend, plus on a une erreur relative qui est petite, et puis plus on est précis, et puis ça ne sert à rien de vouloir en prendre 20, parce que si je me trompe en comptant, et que je ne compte que 19 cycles au lieu de 20, c'est con, et finalement je fais une erreur qui est plus importante. Ok, donc généralement, ce que j'essaie de faire, quand je veux évaluer, par exemple, sur base d'une mesure accélérométrique que j'ai prise sur une structure, je vais afficher le signal d'accélération sur mon écran à l'aide de MATLAB. Je vais me caler à gauche et à droite dans la fenêtre à l'aide du zoom. Je vais me caler sur le Dmax de manière à couvrir 10 périodes. Et puis après, dans la fenêtre de commande, je fais simplement diff de xlim. Donc ça va prendre xlim, c'est un vecteur à 2 composantes qui donne les limites de l'axe des x sur le plot que vous regardez. Diff, je fais la deuxième valeur, moi la première. Je divise par 10 parce que j'ai mis 10 périodes. Et ça me donne simplement la valeur de la période estimée. Ok, donc il n'y a pas de bonne excuse, mais on a toujours une méthode vraiment très très simple pour calculer les périodes propres des structures sur lesquelles on aurait éventuellement pu prélever des mesures d'accélération. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer d'autre ? On peut observer que les maxima successifs, on les obtient comment ? Il suffit de remplacer dans l'équation qui est ici au-dessus de nouveau, il suffit de remplacer t par les instants des maxima relatifs. Donc le cosinus, lui, on a dit qu'il était égal à 1. Le t qui est là-bas devient les t qu'on avait identifiés. Et donc on obtient les valeurs des maxima relatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? On va définir ce qu'on appelle le décrément logarithmique. En français, c'est comme ça qu'on l'appelle, décrément logarithmique, en disant quoi ? Je vais calculer QI sur QI plus 1. Et puis je vais en calculer le log. D'accord ? Donc ceci c'est QI, et ça c'est QI plus 1. Donc je reprends l'expression du QI et QI plus 1. Il y a juste un truc qui est sympa là-dedans, c'est que si on calcule QI sur QI plus 1, donc le rapport de deux maxima relatifs, ça se simplifie. On a l'exponentielle au numérateur et au dénominateur. Donc on sait bien qu'il suffit de combiner les arguments de l'exponentielle. Et qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir que le 2i qui est ici se simplifie avec le 2i qui est là-bas, grosso modo. Et il va nous rester uniquement 2 pi sur oméga d, et le xi1 et le oméga 1. Et après ça, je prends le logarithme, ce qui fait qu'il nous reste uniquement un rapport qui est excessivement simple. 2 pi xi1 sur la racine carrée de 1 moins xi1 carré. Ceci, on fait comme d'habitude, on le laisse tomber parce qu'on est dans le domaine du génie civil. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le xi, le coefficient d'amortissement, on va prendre une couleur qui tranche un peu plus, mais flashy malgré tout. Le coefficient d'amortissement xi, on l'extrait à partir de là, et donc on obtient 1 sur 2 pi fois le log du rapport de deux amplitudes successives. Et donc pour calculer le coefficient d'amortissement, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois simplement calculer le rapport entre QI et QI plus 1. Donc je prends I et I plus 1. Je prends cette amplitude-là, je divise par l'amplitude qui est juste derrière, je prends le logarithme népérien, pardon, je divise par 2pi et ça me donne xi, le coefficient d'amortissement. Ok. En Belgique, on communique généralement avec le coefficient d'amortissement. C'est ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement. On appelle ça parfois aussi
parce que c'est une traduction directe en anglais de ce qu'on appelle le damping ratio. On appelle ça aussi parfois le pourcentage d'amortissement critique. Parce que l'amortissement critique, il est lié à K et M. Je reviens pas dessus, vous avez sûrement vu ça en mécanique rationnelle, mais ça ne nous concerne pas ici, parce qu'on est toujours beaucoup plus bas. Et par contre, il y a d'autres pays d'Europe, comme par exemple la France, où les gens parlent souvent de décrément logarithmique. Ça fait un petit peu une pagaille quand on travaille sur des projets internationaux, parce qu'il y a des gens qui vont vous parler de 1% d'amortissement, et sans préciser que c'est un coefficient d'amortissement ou bien un décrément logarithmique. Ok, donc ça simplement c'est pour tirer une petite sonnette d'alarme en disant faites attention, il y a des significations différentes à l'amortissement et soyez bien certains qu'on parle d'un coefficient d'amortissement ou bien d'un pourcentage de l'amortissement critique ou bien d'un décrément logarithmique. Ok, alors voilà, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de ne pas travailler sur Peter Boss, mais de travailler sur des données expérimentales qu'on va prendre nous-mêmes. Alors, bon, je ne sais pas encore si on va pouvoir les prendre nous-mêmes ou si on va travailler sur Peter Boss, mais je vous montre comment ça se passe dans la réalité dans un cas pratique. Peter Boss, c'est une vieille passerelle sur laquelle on a travaillé il y a plusieurs années. C'est un très vieil exemple. C'est une passerelle à 2 travées. Donc c'est une espèce de maxi-poutre, si vous voulez, sur 3 appuis. Son schéma statique, il est relativement simple, donc il ressemble à ceci. On a une portée qui est pas très très grande. Et l'inertie dans les différentes travées, en fait, elle est obtenue grâce à une structure avec un espèce d'arc, comme ce que vous voyez là-bas. Et qui permet de suspendre le tablier. Voilà, c'est suspendu ici. Et donc le système de raideur, en fait, il est juste donné par la géométrie. Et puis transversalement, c'est vraiment très simple. On a des poutres transversales ici, un contreventement qui va nous permettre d'assurer la stabilité transversale. Alors quand une structure comme celle-là est construite, on doit s'assurer que lorsque les piétons marchent sur la structure, il n'y a pas de problème d'interaction entre le piéton et la structure ou problème de mise en résonance de la passerelle par les piétons qui marchent. Et donc on doit éviter absolument que les fréquences propres de la passerelle ne se trouvent dans les gammes de fréquences d'excitation des piétons. Alors comment est-ce que ça fonctionne dans la réalité ? Le bureau d'études qui est chargé du projet, dans ce cas-ci c'est le bureau B-Group qui est un des bureaux d'études qui a été acquis par le bureau Greisch, que vous connaissez bien, s'occupe de quoi ? De construire un modèle élément fini de la structure, avec un logiciel de calcul par élément fini. En l'occurrence ici, c'est le logiciel FinelG qui est développé conjointement entre l'Université de Liège et le bureau Greisch et qui est utilisé chez eux régulièrement. Ensuite, on utilise ce modèle élément fini pour prédire les fréquences propres et les modes propres. On parlera de mode propre un petit peu plus tard. Pour le moment, c'est les fréquences surtout qui nous intéressent. Et puis ensuite, on vient valider les choses sur site. Pour quelle raison ? Parce que, ok, c'est très bien les calculs, mais on a quand même pas toujours la prétention de pouvoir régler exactement les fréquences de la structure comme on les calcule. C'est quand même des choses qui ne sont pas toujours si évidentes que ça. Et puis après, on se trouve aussi dans des zones qui sont fort critiques. Par exemple, on sait qu'un piéton marche avec une fréquence de 2 Hz. Et si on calculait, par exemple, par élément fini, une fréquence propre de 2,1, c'est pas pour ça que si on se trompait légèrement, et on peut se tromper de quelques pourcents quand même, 2,1, on se dirait, ah ben ça va, c'est bon, tranquille, il n'y aura pas de problème de résonance, mais en réalité, après l'avoir construite, on arrive à 2 Hz. Et si c'est le cas, c'est catastrophique. Okay, donc c'est pour ça qu'on fait une espèce de phase de réception, un peu comme on réceptionne toujours les ouvrages avec des essais statiques. Et puis, quand c'est terminé, on peut refaire un calcul aux éléments finis, ou bien le mettre à jour. Update the finite element analysis of model. Voilà. Je passe le schéma statique, vous l'avez dans les dias.
Ceci dit, c'est pas pour ça qu'il faut passer la dia très rapidement. En voyant une dia comme celle-ci, vous voyez un petit peu à quoi ressemblent des plans d'un ouvrage d'art. On retrouve ici les contreventements dont je parlais et qui offrent la stabilité transversale. Il y a des niveaux de détail à différents endroits. Vous avez le détail des culées. Je ne sais plus trop le détail des dispositifs d'appui. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Ils sont détaillés ici au-dessus. Vous les retrouvez. Détail etc., etc. Prenez le temps d'y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse de lire des plans et de voir à quoi peuvent ressembler des plans de génie civil. Je pense qu'on ne vous en montre pas tous les jours nécessairement. Alors, donc après ça, donc les résultats du calcul par élément fini. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en faire dans le cadre de ce cours-ci, mais enfin, je vous expliquerai plus tard comment on fait pour calculer ça. Donc, reviennent à calculer des valeurs de fréquence propre et associer à ces valeurs de fréquence propre un petit peu, si vous voulez, comme les multiplicateurs critiques qu'on a calculés en stabilité. Donc, une fréquence propre est associée à un mode propre. On a une vue en plan et une vue en élévation. Et donc vous voyez par exemple ici que le mode fondamental à 2,23 Hz est un mode qui est un mode latéral ou transversal, plus en même temps un mode de torsion. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici une partie du tablier qui soulève et là qui descend. Une qui descend et une qui soulève. Donc c'est-à-dire que le tablier est en train de se tordre dans ce mode de vibration. Alors on a un deuxième mode de vibration avec une fréquence propre qui correspond à un mode de flexion verticale dans la première travée. Ici. Le deuxième mode, 2,65, 2,23, 2,65, on n'est pas beaucoup plus haut. Ah, vous voyez, le mode suivant est un mode qui correspond à de la flexion maintenant, mais dans les deux travées. Donc on a un mode en flexion verticale, et c'est le second mode de flexion verticale, etc., etc. Vous voyez ici, waouh, magnifique. Le deuxième mode transversal, latéral 2, plus torsion. Et là, on voit bien effectivement qu'on a un mode de torsion à l'intérieur de la structure qui vient en plus d'un déplacement transversal. Ok, donc voilà, c'est le style d'analyse qu'on peut faire pour comprendre. Voilà ici un mode de torsion pure. Vous voyez qu'on n'a aucun déplacement transversal et on a uniquement des modes de torsion. Donc c'est ce qu'on peut faire comme type d'analyse pour comprendre les différentes formes dans lesquelles la structure peut se déformer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur le pont, ou sur la passerelle en l'occurrence ici. Alors on l'excite, soit avec des vibrations humaines, soit avec d'autres types mécaniques pour exciter les vibrations les structures, donc pour augmenter le niveau de vibration dans la structure. Et puis à un moment donné, on bloque, et on regarde la réponse libre. Ok. Ce que vous voyez ici, c'est une réponse qui a été obtenue, une accélération qui a été mesurée, en se mettant sur la passerelle de cette façon-là. On met simplement les mains sur les genoux comme ceci, et puis on monte et on descend. Et en faisant des mouvements comme ceux-là, on est capable progressivement de partir du repos et d'augmenter le niveau de vibration, de le maintenir, on fatigue un petit peu, etc. On le maintient. À un moment donné, on dit stop. On court, on sort de la passerelle, ou bien on s'assied, on se couche par terre, et on regarde uniquement les vibrations libres. Ok, donc ce qu'on voit ici, c'est une zone de vibrations qui sont des vibrations libres. Voilà. Alors, en guise d'exercice, ce que je voulais vous faire peut-être, je vais y réfléchir dans une minute, je vais voir si je vous mets à donner ces dispositions-là, à disposition ces données-là, ou bien d'autres données, c'est d'appliquer le principe qu'on vient de voir pour identifier la fréquence propre, et le coefficient d'amortissement qui vient dans ce mode. Alors, ce qu'on fait, je ne vous l'ai pas dit, mais ce qu'on fait de façon préliminaire, c'est on calcule tous les modes, et puis après, le mieux du mieux de ce que le bureau d'études peut faire, c'est de dire que le coefficient d'amortissement, c'est une structure métallique qui est plutôt soudée, ou avec des mécanismes de dissipation, peut-être par-ci, par-là. Peut-être que le coefficient d'amortissement, il sera de l'ordre de 0,3%. Dans les modes verticaux. Donc c'est le mieux du mieux de ce qu'ils peuvent faire, et donc l'objectif de ce type de campagne, c'est effectivement de pouvoir le valider sur base de la décroissance qu'on voit ici. Ok, donc je vais mettre à disposition les données
pour ceux qui auraient éventuellement l'envie ou l'intérêt de vouloir se tester un petit peu et identifier eux-mêmes le coefficient d'amortissement de ces structures. Ok, donc si je fais un zoom après les 30 secondes qu'on voit là-bas, voilà le 30 secondes ici. Donc toute cette partie-là, on la jette. On a le U0, peut-être qu'en fait on devrait couper à un maximum qui est une valeur comme ici par exemple. On part d'un U0, Q0, et puis on observe la décroissance qui est cette décroissance-là. Voilà. Je pense qu'on va même faire mieux que de travailler sur Peter-Boss. On va travailler sur une donnée expérimentale qui va être prise sur un petit modèle, un petit modèle maison, si je peux dire. J'en parlerai plus tard, sur lesquels on va pouvoir travailler. Voilà. Alors la manière dont ça fonctionne, moi j'ai implémenté ça dans des fonctions MATLAB moi-même que j'utilise régulièrement. Je ne vais pas vous les transmettre parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Elle revient donc à extraire l'enveloppe supérieure, le max et le min. Donc j'ai simplement obtenu cette enveloppe en conservant en bleu au-dessus et en rouge en dessous, en conservant uniquement les points qui sont là-bas. Voilà, tous ces points-là. Ça constitue l'enveloppe min. Et l'autre, ça constitue l'enveloppe max, puisqu'on a besoin que de ces points-là. Alors, ce qu'on peut faire, on peut calculer, comme je le disais tout à l'heure, on prend 10 points max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je les compte vers la gauche. Je suis tout bon, j'arrive là. Là, j'ai 10 périodes. Je divise ce temps-là par 10 et ça me donne la période de la structure. Ok, gagné, c'est déjà terminé. Une fois qu'on a la période de la structure, on peut essayer de calculer l'amortissement. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Je prends l'enveloppe supérieure et j'en calcule le logarithme. ln de 1 égale 0. Et si je calcule le logarithme de ce que j'ai mesuré, regardez comme c'est magnifique, c'est juste expérimental, hein, donc c'est pas des données qui ont été inventées, c'est des données qui ont réellement été collectées. On a un truc qui est plus ou moins linéaire. Et ça veut dire quoi si c'est plus ou moins linéaire? Ça veut dire que l'enveloppe, elle a effectivement bien la forme d'une exponentielle de moins xi oméga t, donc l'exponentielle est quelque chose qui est proportionnel au temps. Et donc la pente qu'on voit ici, c'est moins xi fois oméga. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, point par différence finie, si vous voulez, prendre la pente entre ces deux-là, ça va nous donner une valeur de xi ici. La pente entre ces deux-là nous donne une valeur de xi là-bas. La pente entre ces deux-là nous donne une valeur de xi là-bas. Et on peut, comme ça, zone par zone, ou en fonction du maximum qu'on est en train de regarder, on peut obtenir une estimation du coefficient d'amortissement. Et vous voyez que globalement, si je calcule une pente locale par différence finie au début ou à la fin, j'obtiens des résultats qui sont sensiblement les mêmes. Ça change un petit peu au début. Ok, ça change un petit peu au début ici. C'est des données qu'on doit jeter, on va les mettre à la poubelle. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont en fait affectées par ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous voyez, ça décroît peut-être pas assez vite au début, et donc on a le sentiment virtuellement d'avoir un amortissement trop petit. C'est pour quelle raison? Parce que j'ai peut-être pris un cycle où les gens n'étaient pas encore couchés, ou n'étaient pas encore vraiment sortis de la passerelle, et donc on avait des données qui n'étaient pas spécialement clean. Okay, et donc globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un coefficient d'amortissement, ici il monte légèrement, mais on a un coefficient d'amortissement qui est sensiblement constant, et dans ce cas-là, il vaut combien? Vous voyez, il vaut environ 0,6%, c'est le coefficient d'amortissement qui a été identifié dans le cas de petite amplitude de vibration. Voilà, c'est assez rare qu'on essaye d'identifier l'augmentation, mais en fait on se doute bien que plus l'amplitude du mouvement est importante, plus on va commencer à actionner différents mécanismes de dissipation d'énergie à l'intérieur de la structure, et plus l'amortissement peut augmenter. D'accord, mais c'est assez rare que les bureaux aujourd'hui travaillent avec de l'amortissement non linéaire et prennent en compte cet effet d'augmentation d'amortissement avec l'amplitude du mouvement. Et donc vous voyez qu'ici c'était un groupe de 2 ou 3 personnes qui étaient présentes sur site lorsque les essais ont été réalisés. Et vous voyez qu'en l'excitant la structure de cette manière-là, en pliant les genoux, donc avec des génuflexions des genoux, et on est capable d'arriver à des amplitudes
qui étaient des amplitudes de l'ordre de 0,1, 0,2 mm. Donc c'est pas énorme, hein. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui va amener à la ruine complète de la structure, mais toujours est-il que quand on est dessus, c'est assez impressionnant. Voilà, et alors le type d'expertise qu'on peut rendre ici ou qu'on peut réaliser pour ce type de structure-là, consisterait simplement à dire, voilà, en fait, les valeurs des fréquences qui ont été mesurées sur site, 2,1, 2,79, 2,82, etc., etc. Et ce qu'on peut faire, c'est les remettre en regard de ce qui a été calculé et faire un rapport entre les deux. Et vous vous rendez compte que, par exemple, il y a des fréquences qui avaient été calculées à 3,92 et qui en réalité valent 4,27. C'est pas catastrophique, ce n'est que 8% d'écart. Il y en a d'autres qui sont un petit peu surévaluées, avec 14% d'estimation. Mais ça, c'est vraiment la tape dans ce qu'on observe. Okay, donc, il faut se dire que là, on a des calculs qui sont quand même relativement précis, qui ont été réalisés par un bon bureau. Ça m'est déjà arrivé de tester. Évidemment, je ne peux pas balancer. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller tester une passerelle qui avait été calculée par un autre bureau d'études qui m'annonçait des fréquences. Et au bout du compte, j'avais des erreurs de presque 100%. Donc, on n'était pas loin d'un facteur 2 par rapport aux valeurs qui avaient été calculées. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne peut généralement pas se tromper sur la masse. La pulsation, c'est racine carrée de k sur e, mais bon, généralement, il faut être mauvais pour se tromper sur la masse. Mais par contre, la raideur, il suffit d'avoir une structure avec un système porteur un peu particulier, des contreventements qui présentent des excentricités, avec un surcroît de flexibilité ou ce genre de choses. Et on a assez facilement ou assez rapidement des surprises au niveau des raideurs qu'on croyait être. Alors bon, qu'on se rassure, tout ceci veut dire simplement que si on se trompe au niveau des calculs de fréquences propres, en tant qu'ingénieur, on se trompe au niveau des états limites de service, donc c'est pas catastrophique. Et j'insiste sur le fait que les descentes de charge qu'on fait d'habitude, elles sont correctes, enfin je l'espère en tout cas. Il y a moins d'erreurs sur les calculs statiques que sur les calculs de déformation. Okay, ici, quand on parle de dynamique, on parle de fréquence, donc de raideur, et donc de déformabilité, et donc on attaque des points qui sont souvent un petit peu plus compliqués que les points habituels. Alors, je ne vais pas parler davantage de Peter Boss, et ceci, justement, représente un petit résumé de l'exercice que je voulais vous proposer, mais je vais essayer de le poster dans une autre vidéo. Voilà, il s'agit d'un petit modèle de bâtiment qui a été construit par nos soins, et je parlerai de ceci tout de suite après, une fois que vous aurez fait l'exercice. Allez, c'est l'heure d'une petite pause.